Donc, il est midi, on va commencer. J'ai eu des messages de personnes qui tentent de se joindre, mais qui semblent avoir des petits problèmes. Mais de toute façon, c'est enregistré. Ils vont peut-être aussi arriver, espérons-le, voilà, les gens vont continuer à arriver pendant qu'on commence. Donc, André, si, contrairement à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est tout le propos français. Donc, tu dois aussi interpréter mon petit topo, là, mon petit bonjour présentement. Donc, je voudrais, bonjour à tout le monde et bienvenue à l'atelier, la dernière atelier de la 9e série de la CCP. Je voudrais vous rappeler que l'atelier est enregistré, euh, de même que l'interprétation. Je vais ouvrir ma caméra, je m'excuse, actuellement je l'ai fait, je vais oublier, voilà. Euh, je voudrais vous dire aussi que toutes les interventions directes peuvent être faites avec le microphone de votre ordinateur ou avec l'outil de clavardage. C'est selon ce que vous préférez. Pour les francophones, vous pouvez, si vous voulez prendre la parole, pour faciliter le travail de l'interprète, parce qu'il y a un service d'interprète, et ça serait bien si vous avez un débit pas trop rapide, un peu moyen. Bon, c'est juste facilitant. Et puis, j'aimerais aussi remercier notre commanditaire via SPI Solutions qui nous permet d'utiliser leur outil web conférence VIA. La 9e série d'ateliers de la CCP porte sur la transition vers le numérique en situation d'urgence. Quelles leçons en tirer? La situation d'urgence qui nous a été amenée par le COVID, ça a provoqué un genre d'onde de choc dans le monde de l'éducation et tout le monde s'est mis en mode distance en quelques semaines seulement. Alors, je pense qu'il est important de se pencher sur cette réalité et de commencer à mieux en comprendre les effets pour l'enseignement en général, mais pour l'enseignement avec les outils numériques en particulier. Quelles vont être les conséquences de cette transition-là ultra rapide? La formation à distance pourra-t-elle bénéficier ou sera-t-elle plus menacée que jamais? C'était des questions qu'on se posait. Alors, d'une durée d'environ à peu près 15 minutes, 15-20 minutes, les présentations vont suivre une période de questions d'une trentaine de minutes. D'abord, Anna Bartowski va aborder le thème, je vais le dire en français, non, je vais le dire en anglais, Emergency Delivery to Online Teaching, 1 year of teaching English to language learners online through an ID's perspective. Donc, elle va faire une présentation suivie d'une période de questions ou d'échanges de 30 minutes. Et ensuite, je vais prendre le deuxième thème, je vais aborder le deuxième thème euh, pour, euh, pour terminer l'autre 45 minutes. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Anna. Go ahead, Anna. Merci, Carol. Thank you very much. I'll just broadcast my video there for everyone to see. My name is Anna Bartosik, and I'd like to talk to you today about my experiences both as an English language teacher and instructional designer teaching in college setting over the past year. So as a white settler, I would like to acknowledge the land that I'm presenting from, which is located on the traditional territory of the Mississaugas of the Credit First Nation and other Indigenous peoples who have lived here over time. And I'm grateful to share the land as a treaty person who learns, works, and lives in the community with others. Um, if I'm not able to answer your questions or you have questions during my presentation, if you could put them into the chat for me and if they come to you while I'm speaking, and we can talk about things afterwards. Some things in today's presentation are
obvious to me, but might not be obvious to others. So if you have questions or clarifications, if you could put them into the public chat or ask me afterwards, I'd appreciate it. So in my presentation today, I'll provide you with a brief overview of the context where I work and teach, how the first few months of pandemic teaching panned out for us at the George Brown College, some lessons learned by me and by other teachers in the first 3 months of teaching, and the beginning stages of curriculum redevelopment and design as we moved to create digital versions or online versions of the courses that we were teaching in person. I'll also, I guess, pepper my presentation with the challenges and opportunities that occurred during the curriculum development and also touch on the pilot phase. So a little bit about me and my context. I was hired in December of 2019 for this position, which is a ESL professor at George Brown College with an ID specialization. So I worked with my colleagues for 3 months in person before we transitioned to emergency online delivery. Uh, at the moment, the program averages about 700 students across 9 levels. Um, Many students attend the courses at George Brown College ESL program to transition into other programs at the college. Some don't, and students arrive at different levels of language ability. Each of the 9 levels is 8 weeks long, and last March, March 13th, 2020, was our last day of teaching face-to-face, and where we had a bit of a pause before we transitioned to emergency online delivery. Uh, when I was hired, the long-term goal was to actually develop a completely online ESL program, which would run alongside face-to-face classes for students, or at the very least, to create courses that would be available to students synchronously or asynchronously in an online environment. So this was part of the department's plan and goals initially, but the pandemic made things happen a little bit faster than we thought it would. So I'm not sure, I don't think this video will play because my presentation has been changed to a PDF, but I'll just, let me just copy and paste the link to that video that you see. I don't have the link anymore. Oh, I'll put it in afterwards. This was a webinar that I moderated for a former colleague of mine, and we presented, or he presented on March 19th, and it really touches on the feelings and the emotions that were happening at that time for a lot of ESL teachers, and what our thoughts were at that time of what we needed to do. It very much touched on survival skills and some applications and tools. So maybe once I finish the presentation, I'll copy the link into the chat box for you. It's also located as a file here and on the right-hand side of your screen should you wish to check it later. In the first few months of supporting teachers, I'd been asked in my role as an instructional designer to try to help teachers, and at George Brown we use Blackboard as our LMS. And you can see here I've just taken some screen captures of the different things that we've been asked to help teachers set up a VPN. Here we started creating, some other teachers and I started creating a list of resources on how to use Office 365, which most faculty hadn't used at that point, best practices for online teaching, and how to use our online collaboration web tool called Blackboard Collaborate. And this was all housed in the what we call the ESL community folders on Blackboard. Some other things that were there included Microsoft Teams, how to set up a course there, how to create screencasts and shared documents, and additional technology tools here. And as you can see, some teachers had questions about
how to make that a little bit larger so you can see how to make assessments in Blackboard Collaborate. So before we went into emergency delivery, um, Blackboard was only used as a repository for um, Word documents, PDFs, and some teachers were using it for quizzes, what we called an online component. But not very many teachers were using Blackboard or any of these resources before March 13th. So one of the things about teaching before we moved to the curriculum development is my role, because I'd been hired in a dual um, facility to both teach and to act as an instructional designer in our department. My teaching schedule was such that I would only teach 1 day a week, and at the college, teachers would have shared shells on Blackboard. So this is an example of a shared shell, quite common. As you can see, things were bookmarked on the left side. This was actually the landing page. So when students opened up the course, this is what they would see when they opened up the course. There was no welcome or calendar or anything like that. Everything is listed here as files. And I think if you see these little, so let me just use my arrow here, these little red indicators, that's Blackboard Ally, which lets you know about the accessibility of documents. So you can see that there are some issues in terms of accessibility for the materials that were posted for students. And this was even as far as you can see, this course was running in September. So this was a very common way for teachers to share materials with their students, a set of folders and tasks. So um, this to also provide you with some information about how what I noticed that would have to be addressed in order to provide um, a better experience for students and for teachers in using Blackboard and teaching online. What I ended up doing, because I had to share the course show with another teacher and because I'd been spending a lot of time helping teachers learn different tools, such as how to communicate on Teams, how to upload things, VPNs, and creating screencasts and such, was that when I had to teach my 4 hours in this course, what I did was I just created a Word document with links and materials and sent it to students, and I would use that to teach from initially, um, because I was just so overwhelmed with the amount of information that was lacking, and what we needed to be able to do to help teachers provide a good learning experience for students. So initially, for the first few months, the student expectations from teachers were such that students expected to be online all the time. Um, Anna, I'm I sorry can see to that there's some interrupt. comments. Yeah, Anna, Yes? um, sorry to interrupt, but some people say that they cannot see the slides, and some are okay. I can see them, but I don't know why. Some say that yeah, that's why you say. Some people say they can see the slides. Some say that they cannot see the slides. So I don't see what we can do at this point, but maybe you will have to describe a little bit more what we see if needed, just to let you know. Okay. Maybe I could, do you want me to step out of the document and share again? Maybe some people have minimized their tabs on the sides and they aren't able to see the They display. don't have that on the side. They don't have that. It's only you. Oh, okay. Okay. Participants don't have that aspect. So, Would you like me what to? I'm gonna do, I'm gonna give
the PowerPoint presentation open to everybody. Okay. Okay, I think that's it. You can go ahead now. Okay. So the courses at the college were 22 hours of delivery each week, with an additional 2 hours online for quizzes and things like that before we went into emergency online teaching. So the student expectations initially were that we would spend 4 hours with them online each day studying English. And I'm sure that you can imagine how exhausting that was and how difficult that was. So we had to address that as one of the challenges that we had. The school expectations were not as clear for faculty at the college. Our department asked us to please deliver at least 2 hours of content synchronously, and the process for it was not streamlined across all the courses. We also had delivery happening in the mornings between 9 and 1, and courses that had been traditionally delivered from 1 to 5. So we were still maintaining those hours of teaching time and course delivery. Um, and the challenges were numerous. Students couldn't join in, they couldn't see the screen, much like some of you are experiencing now. I'm so sorry. Um, and there were issues with how to explain to a student to use their browser, how to check their emails. There was so much digital, I would call it illiteracy, that that needed to be addressed and practiced with both teachers and students. So numerous challenges, and we can talk about that afterwards if you like. Uh, so I want to, oh, my presentation slides are not the way I was presenting. Here we go. So in May, we were introduced to the curriculum review process that was starting in September. Um, and on the next few slides, I'll describe the context for it. Uh, so please remember, this was already something that was initially planned, but we didn't think that it would happen as quickly, but there was a strong need for this to happen quickly and to engage as many faculty members as possible in the project. So what were the things that we had to consider? We had to review the course outcomes. When I arrived in the position, I did a quick curriculum overview and noticed that many outcomes were overlapping other levels. There was something that some people call a curriculum drift, that some teachers were teaching similar content or repeating content which needed to be addressed. And we were also going to move away from the Canadian language benchmarks, which is a system of benchmarks for language based on settlement English, most commonly in English-speaking Canada called LINC, Language Instruction for Newcomers to Canada. We were going to leave that behind and move to the Common European Framework of References. So the CFR, we needed to align our outcomes to the CFR benchmarks and not to the CLBs. We also planned to go through an assessment review and to focus more on open education resources and to move away from the reliance on textbooks. So pre-pandemic, we had Monday courses that were focused on listening and core course content that was Tuesday to Friday. We also wanted to consider asynchronous and synchronous learning and how this program could run both online and in person when we can return to in-person delivery. In terms of teaching, these were the things that were available to teachers. So we had access to Universal Design for Learning certificate pilot that started at the college in September, that all faculty that were involved in this project were made available to them. AODA accessibility and accommodations had to be addressed because at that point, teachers had to accommodate students. There was no student center or accommodation center that could
provide accommodations for students. We needed to review assessments together, and there's professional development and training available for um, everyone. And on the right-hand side are the things that the college has that's part of their strategic plan that was important for us to also incorporate. So part of the strategic plan and the vision of the college includes experiential learning, something called the Human Skills Framework, which is still, it's going to be made public soon, Indigenous ways of learning, and skills and language development. Those were all things that the college wanted to us to incorporate into our course development. So before, this is what the system looked like. So Mondays for the first 6 levels, there were basically listening taught on Mondays. And the core classes run from Tuesday to Friday and covered the other skills. But the next 2 levels, levels 7 and 8, they had a general education course that was an elective, or something called at the college CECIL, which is like a special communications course that all first-year students take, but it was directed for ESL students. And we also have 3 streams in level 7 and 8. We have the regular stream of students, and then there's the hospitality stream and the business stream as well. Um, core, the core courses also in levels 8. If students finish level 8, they are ready to enter diploma programs. If they finish level 9, then they have the language skills ready to move to degree programs. So our first phase for the online EAP model was to enhance curriculum development and think of ways to deliver content synchronously and asynchronously, as well as revise materials without a reliance on textbooks. So we've really moved away from using textbooks and focused on maybe what we could call boutique or bespoke content that's been developed by teachers for students and open education resources. Whereas before in the classroom, we had a strong reliance on course textbooks that were published, as well as course packs, which was materials that teachers had developed that were available for students in PDF format or printed format. So there were also a series of courses that we had slated for development to add to our program, which hadn't existed before, and we call them selectives because eventually students will be able to select from a group of them. They won't have the choice not to, but they will have a choice of what to take. And these were the 6 types of courses that we envisioned would be included in the development in the online courses. So one of them was initially envisioned as Microsoft skills, presentation skills, pronunciation skills, netiquette communication, job interview planning, and essay APA preparation. And these were based on teacher needs, saying that these were things that they found important for students, but we didn't have time to teach in an academic program maybe as much as we wanted to, or it would take away a lot of class time for these things. So we thought we can teach these outside of the classroom, setting the core courses, and allow students to choose where they believe their needs are. And in phase 2, we're looking at now, which hasn't happened yet, but the post-pandemic model would follow something like this, where we would have asynchronous and synchronous content available to students online for 4 to 6 hours a week. So that would remain online, and the face-to-face classes would have use some of the materials and outcomes that have been developed over the curriculum development period in the classroom. But the idea is to have both um, types of offerings running at the same time. And so how did we go through the curriculum process? From the start, it was decided that it would be better for us to work not through a process, but collaboratively as a team. So all the teachers
became involved in rewriting all the outcomes and having input on them, on having input on all the assessments, on having on making suggestions and sharing information and resources with everyone. So we had weekly curriculum meetings that were led by a curriculum specialist. We made sure that all the teachers were familiar with the CFR. The collaborative revision of the course outcomes took about a month, then another month for assessment development. I was there regularly to offer support and to take a look at materials to offer professional development on different tools and school-supported applications. And as I mentioned earlier, there was the voluntary enrollment in the UDL certificate um, for all the faculty. And we also decided, because we were working together as a group, that we would showcase some of our work to each other um, to get feedback, but also to show what was possible with some of the tools that we were learning and using. Um, so the selectives that were finally developed are the ones that are circled. The Microsoft skills became a course on digital skills and Netiquette. So that information was joined together as one course offering, and the idea is to have it eventually it's developed as separate modules, so the modules can be shared with teachers in other courses wherever they need it. There were 4 pronunciation courses that were developed focusing on communication and suprasegmentals, and an English syntax course was developed. There was no time to consider the other 2 during this development period. So here I'm just showing you a visual representation of the technology that we were using in survival mode, and the size of the applications show you how much they were being used. So you can see that the TeamSpace was not used very much, neither was H5P, even though the college had it available. We were able to secure some Nearpod licenses before the pandemic started, but for the most part, teachers were sharing and teaching with information from PDFs and Word documents. And now the technology that's being used by teachers is a lot more robust, you could say. And all of these are college-supported applications. So we have licenses for H5P and Nearpod and Padlet licenses. George Brown uses Office 365. So these were the most familiar, not the most familiar, the most popular tools. Sway, Forms, Microsoft Streams, and Teams became quite popular with faculty. And there were also media that's unsupported by the college. So in survival mode, a lot of teachers were using YouTube, and some were using Flipgrid, which is a video recording activity that allows people to interact with each other asynchronously and offer feedback. But because we have a large number of international students, any kind of YouTube videos were blocked by what they call, the Great Firewall of China, and in Iran too. So we had to think of different ways to share information with students, not on YouTube. And now you can see that a lot of teachers are using Edpuzzle, Canva to create graphics and do presentations, still using some YouTube videos, Flipgrid and Piktochart. I see that I've got maybe running out of time, so I'll just go quickly through the last couple of slides. I created a course shell template for consistency so that information, first of all, would be informative. So the landing page, and you can't see the whole landing page here in this picture, but any kind of new announcements would be posted and students would see their calendar, which isn't shown here, would show upcoming dates and assignments. And the modules are named meaningfully on the left-hand side. What you see is the course shell that teachers can see. So a lot of this content at the top, for example, final grade entry and teaching materials are not available to students. So it's a very cleaner looking course shell that all the teachers are using now. And what the development looks like now, well, I'll leave it up to you to ask me some questions, because I realized that some of you weren't able to see my slides, so I'll turn over the questions or the comments to the audience.
Donc, on est maintenant rendu à la période de commentaires, de questions. Allez-y, vous pouvez prendre le micro pour intervenir directement ou utiliser le clavardage. Pour utiliser les métros, vous pouvez y aller directement sans- ou si vous préférez lever la main s'il y a d'autres personnes qui sont en train d'intervenir. Maybe, Anna, maybe one question. I had to be away at one point, so maybe I didn't heard it. But how much time will you figure that it takes to get very organized, everything in place and able to really go well? For teaching or for the curriculum project? For the teaching. Oh, it definitely took more than 2 sessions. I think the first 2 sessions, May, June. We finished the first session a little bit later, so because the colleges all took a pause from teaching to try to figure out how to deliver materials online. Um, and each college had, I think, a bit of a different arrangement with their faculty. But the first March and April were definitely just let's get finished. May, June, I don't think many of us had too many changes that we made. In July and August, those teachers who were teaching and a lot of faculty take the summers off, there was a slow realization at that point to reimagine materials. So I started having meetings with teachers throughout May and June on how they could revisit or revise their materials. And so we started talking about the use of modules in Blackboard on the LMS instead of just posting materials and files to eliminate the clicking, but also to allow students to move through materials asynchronously, because before that, like I was, people were just sharing Word documents with students and asking them to work through that way. So we moved the learning from the student's desktop to the LMS. I think those ideas started in about May and June. Thank you. My other question will be for everybody. I was just a little bit curious to know if some part of what you say here, the organization, how it went, and what you had to do. I was just curious to see if somebody else has it connect with what other people experience in their own situation in their own college or institution. So if somebody else can share that, that would be great. If you recognize some of the things that you also had to do the way close or differently to what Anna just said. Go ahead. You can just click on your microphone and you will be able to talk. Microphone is on top of the page, of the screen. Do you hear me now? No. Do you hear me now? Yes. Oh, okay, yeah. So actually, I have one question to Anna, rather than relating to what you were just explaining. I just wanted to know the preparation during the pandemic, the review, the complete review of the curriculum and the delivery model. Was it done virtually, or was it done when all the people, all the staff were at school? Oh, it was all done virtually. All done virtually. So we started meeting on Teams. Right. Okay.
I have a question, if I may. Anna, thank you so much. Unfortunately, I couldn't see the slides, but I tried to imagine what you were saying there. Um, um, yeah, I look forward to see them afterwards, maybe, or through the recording of this meeting. It's quite noisy. I don't know if you can hear me well. I can hear you. Okay, great. Thank you for confirmation. Actually, I have a quick comment and a question. So when what Carol asked about other experiences, like whether we could relate, definitely I assume that many schools have what I observed from my colleagues who were shifting in this emergency state towards online learning. Most of them felt that they needed some kind of guidance related to the redesigning and readjusting their materials and delivery to the online setting. So they felt this in instructional design kind of principles and understanding, at least some basics. So and I can relate to that. So I felt like, oh, especially in our school, our university is business university, where majority of our faculty are industry experts with no pedagogic formation or training. So that was a challenge where we had to teach them how to at least some of the basic principles of instructional design and learning experience design, so they could readjust their materials to what the needs of their students. So definitely, I think we had some of the similar experiences as you had. So far, my question was, because you have these both roles as a teacher and as a faculty instructional instructor at the college, and also as an instructional designer, what do you think was your biggest challenge if you look from the perspective of a teacher and from the perspective of instructional designer? Thank you. That's a good question. In the first few months, I felt a lot of stress. In the first few weeks, sorry, I felt a lot of stress because I knew where we needed to go. And I felt that a lot of faculty didn't know how far that they would have to travel to get to where we are now. So I think I absorbed a lot of that stress myself because I knew the work that was ahead of us, but I don't think a lot of others did know. One of the challenges, another challenge that I had was the curriculum specialist was leading the project and the direction, and there were many places where I wanted to interrupt the process, but it wasn't my place to do that. I was there playing a supporting role, and I'm also working with my own colleagues. So sometimes I could only make general suggestions, although I could see how things could work a little bit different. Um, and so I tried to offer professional development sessions around those topics, but again, faculty are free to attend or not attend. Um, I'd also ask during our weekly meetings to do a short presentation, for example, on accessibility or on how the purpose of using modules on an LMS instead of having tabs and links open on one side. And another challenge was to actually move teachers away from the idea of week 1, we teach this, week 2, we teach this, week 3, we teach this, and instead think of more meaningful ways. So the module, the building of modules on the Blackboard on the LMS became very important to me to convey that message to teachers that the learning will be meaningful to students, especially if we want them to move through asynchronous material without teacher assistance. So just off the top of my head, those were the major things that that played out to me as challenges. There are probably more, but those ones are the ones that come to mind. There are many more, but I mean the biggest one. So thank you. It was really interesting to hear your first-hand experience. I appreciate it.
Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions, des commentaires? Gênez-vous pas. Vous pouvez utiliser le clavardage, le microphone. So if anybody else has comments, just go ahead. Oh, yes, there's somebody at the Oh, Ethan, chat. I'm trying to copy the link to that webinar, but I can't copy it into the chat. I've been trying, but I guess the copy paste feature is disabled. Maybe Carol, is there a way to share the link to that webinar on YouTube that I have uploaded as content? Sure. I need to have it first, so maybe if you can send it by email, I Okay. can then post it. All right. Are there any other questions? If there are no other, I have another one, if you don't mind. Oh, okay, sorry. There is another. Maybe I will let, and if we have time, then I will follow. Don't want to be a talking head there. Okay, go ahead, you tell me then. Or if you want to type your question, that's okay too. What is the most challenging part of my job as an ID is the question. Well, it's probably the fact that I teach and do this, and I don't have an opportunity to do either job full time. And sometimes some of the work that the teachers have produced, some of the contents developed they've done, I'm very envious of because I don't have the time to do that. That's one of my challenging parts. But I think the biggest thing is I don't do one job full time and I don't do the other job full time. And I like both of them. But there are things that I wish I was able to do more of as an ID and things I wish I had more time to do as a teacher, but I can't because I have ID work as well. And also the other, sorry, one other challenging thing is identifying my job that that I'm not a infographic creator. That's not my role. That still isn't always clear. So explaining my work to colleagues is sometimes difficult still. Thank you, Carol, for adding that to the chat. Appreciate that. There was another question. Maybe I can go then if nobody goes. I actually could relate to what you said, like not only as a graphic designer, but also you are expected to be a tech kind of tech issues solver person, and then although you're expected to know all those tools available on the market, which is also not the case, right? Always. What I wanted to ask is also related to this technology part, because like how did you felt? I mean, how did you feel in your case, in your context? Like, was it was the fear like of teachers of technology, like, you know, I mean, in terms of their confidence in using that technology and adapting to that technology prevailed their concerns about the pedagogy part, right? I mean, because many teachers, they I found from my own experience, like, we're not
were considering that it was easy, like once you are in front of the monitor and you just replicate what you're doing in a physical classroom and that's it, right? So, which is also not the case. And it was really hard for me to communicate that, like even the approach to online learning or e-learning should be different in terms of what you prioritize. As you said, asynchronous sometimes might be leading with those flipped classroom, etc. approaches. So in your case, like, did you feel that the fear of that technology, using technology, was more of their concern than pedagogy? Like, how did they relate their actually position or in that situation, in that emergency situation to you? How did they communicate it? Sometimes with anxiety. They communicate with anxiety. But yes, initially, well, we need to understand the tools, right? Was the biggest concern amongst teachers, and how do I use them? And I don't know how to use them, which morphed into sometimes I see other teachers using Sway, for example, and I don't know how to use Sway, and I feel that my teaching ability is going to suffer because I can't produce my work in a Sway. So I spent a little bit of time with individual teachers, showing them how, for example, if they're familiar with PowerPoint, you can mimic a lot of the things that they want to do with a Sway, or using a Nearpod, which you could take your existing PowerPoint and upload into Nearpod and add interactive elements and teach live from there, and the students are just moved from slide to slide. There was a period of time where the teachers were obsessed with creating infographics, and I kept coming back to what information are you trying to convey through this infographic? Could you present it in a table and not cause yourself so much stress? Because our deliverables was to have a finished course, not to have the bells and whistles, and to have, because we didn't have a team of graphic designers or anything like that. It was just us working together. I think though, ESL teachers in general receive a lot of training on pedagogy and teaching, so that they never lost track of that. It was always, how can I do the same thing in the classroom that I did online that I did in person? So one teacher has developed the most intricate H5P activities. Once she discovered the tool, I showed her how to use it. She's doing presentations on using H5P. I can't keep up with her knowledge. It's quite amazing. One of the things that you mentioned earlier about teachers expecting us to be the knowledge keepers of all things technological, the college didn't let me know or anybody else know in advance that they were changing some of the elements in Blackboard or LMS to Ultra, but not all of the elements. And the landing page was going to change at the end of December. And so I received that information along with everyone else. And then there was a big announcement from the Teaching and Learning Center that we are going to be able to have a single sign-on with Office 365 and Blackboard. There was no retraction of that comment, but it turns out that there is no single sign-on between Blackboard and Office 365, and the majority of us were using Office 365 products because they have accessibility built into them for building a lot of our materials. And that caused a lot of stress and anger and people voicing concerns. But I didn't have that information any sooner than anyone else did, and there was no retraction of that big announcement that there was going to be a single sign-on. Girish has a question. How did the students? Oh, Carol, you want to go to the next presentation? I'm sorry. Yeah, so, I'm sorry. I just see the time is running, and so we have to go to the second presentation. But we can come back to those very interesting questions, of course, after that. Okay. There's no problem with that. Donc, deuxième présentation par moi-même, finalement. Je vais, Anna, could you close your, thank you. Okay.
Donc, bonjour tout le monde. Je voulais aborder avec vous la relation CP-EC, concepteur pédagogique expert de contenu en temps de pandémie. Et je parle aussi je fais une relation avec le paradoxe du chat de Schrödinger. Alors, en premier, bon, je me présente rapidement. Je suis conceptrice pédagogique depuis 2007 et même un peu plus avant, là, mais disons qu'officiellement, j'établis la date de 2007. J'ai travaillé pour l'Université de Saint-Boniface. Maintenant, je suis à l'Université de Montréal, faculté de médecine, depuis l'automne. Comme pour tout le monde, pour renforcer les forces des concepteurs pédagogiques qui sont en très grande demande. J'ai été présidente de la CCP depuis le début. Je suis fondatrice aussi de l'association. Donc, j'ai évidemment fait partie d'à peu près tous les comités qui ont existé. Alors, pour cette présentation-là, j'avais envie de parler plus précisément de la relation concepteur pédagogique expert de contenu. Avant de commencer, on va revenir aussi un petit peu plus tard là-dessus, mais je me demandais, est-ce que vous avez regardé la petite vidéo qui vous a été envoyée sur le chat de Schrödinger, ou peut-être que vous connaissiez déjà le phénomène, que vous connaissiez déjà ce qu'était le chat de Schrödinger. On va y revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais je me demande aussi si vous vous êtes demandé ce que le chat représentait là-dedans, ce que la boîte pouvait représenter. On peut garder ça un petit peu en tête. Oui, d'accord. Alors, on va voir un petit peu, je pense que ça devrait venir là, avec le temps au long de la présentation, mais on va revenir à ça évidemment un petit peu plus tard. Ben, depuis le début de la pandémie, on l'a dit plusieurs fois ici, les concepteurs pédagogiques sont en grande demande. Hein. Tout le monde, forcément, s'est tourné vers la formation en ligne. En réalité, là, dans bien des cas, il faut l'admettre, on s'est gâché vers, en fait, l'enseignement avec Zoom. Hein, parce qu'on est en situation d'urgence. Et c'est très souvent à ça que ça s'est résumé, utiliser Zoom de façon continue. Mais quoi qu'il en soit, les projets de formation à distance foisonnent. Moi, je n'ai jamais vu autant d'annonces de concepteurs pédagogiques, de demandes qui nous arrivent à la CCP régulièrement. On ne fournit pas. J'ai l'intention d'aller vers la retraite et il y a tellement de projets qui arrivent, de demandes qui arrivent, c'est incroyable. Et les services des concepteurs pédagogiques n'ont jamais été aussi recherchés. Alors aujourd'hui, je vous invite à jeter un petit regard un petit peu plus attentif et peut-être un peu plus critique sur la situation qu'on vit présentement. Est-ce que le contexte de pandémie dans lequel on demande nos services, est-ce que ça va avoir changé quelque chose à la pratique à venir? Est-ce que la formation à distance va être démystifiée ou si on va être encore plus dans le brouillard qu'avant? Comme probablement vous tous, j'ai été plongée dans le mouvement qui consiste à appuyer les professeurs dans leur enseignement avec Zoom, dans le cours en ligne. Et moi, j'en suis venue rapidement à m'interroger sur les répercussions que ce type d'intervention-là, que ce qu'on fait, va avoir sur la profession du concepteur pédagogique. Alors d'abord, je pense que c'est important de faire un petit rappel sur la conception pédagogique et sur le travail du concepteur pédagogique à l'ère pré-COVID. Très rapidement, là, très, très, très court. Alors, il ne va pas en grand détail parce que ça déborderait beaucoup, mais très rapidement, là, juste quelques éléments. Bien, premièrement, il faut qu'on se souvienne qu'on l'a peut-être oublié, mais dans les dernières décennies,
les cours en ligne ont déjà pris beaucoup d'ampleur par rapport à ce qui se faisait avant. Ce type de cours-là peut prendre des formes très variées, du cours synchrone qui va être offert par visioconférence, au cours asynchrone qui va être autoporté, qui va être conçu, qui va être diffusé par un environnement numérique, une plateforme, un site web, comme on vient de le voir. Évidemment, on passe aussi par là, par tous les cours hybrides et toutes les formes de cours hybrides qui peuvent être imaginées. Mais peu importe le format, peu importe la mise en place, pour arriver à la mise en place de ce cours-là, ça demande de faire appel à des personnes qui ont des compétences particulières en technologie, en pédagogie, en communication, en rédaction et en gestion, en plus évidemment du spécialiste de la matière enseignée, de l'expert de contenu. Bien entendu, on va retrouver encore des environnements qui sont élaborés par une seule personne. C'est ce que Bates et Poole nomment les Lone Rangers. Mais en réalité, l'utilisation de procédures de design pédagogique est préconisée avec ce type de cours-là pour assurer la rigueur, l'optimisation, la qualité et la rentabilité de ce type de cours, parce que c'est à ça qu'on veut arriver. Mais ça, quand on arrive avec le design pédagogique, ça implique, la plupart du temps, de faire appel à un concepteur pédagogique. On peut l'appeler un designer pédagogique, un technopédagogue. On entend beaucoup le terme aujourd'hui de expert en design pédagogique. Bon, peu importe le nom qu'on lui donne, la tâche va toujours être à peu près la même. Évidemment, ça peut varier d'un établissement à l'autre, mais on est à peu près tout le temps dans le même type de travail. L'origine de la conception pédagogique, des instructional design, remonte, encore là, je fais ça très court et c'est des choses que probablement vous savez déjà, mais juste pour se le rappeler, ça remonte à la Deuxième Guerre mondiale. C'est une pratique qui fait référence, et qui fait référence précisément à of Systematic Instructional Design Procedure. Or, dans les années 50, donc après la guerre, il y a plusieurs des spécialistes qui avaient élaboré, qui avaient travaillé sur la conception pédagogique, qui ont poursuivi leurs travaux. Parmi ceux-ci, on retrouve Robert B. Miller, qui lui va avoir développé a Detailed Task Analysis Methodology. Et il avait développé ça pendant qu'il travaillait dans le secteur militaire pendant la guerre. C'est à ce moment-là que l'ADI a été formalisé. L'ADI, ce n'est pas une méthode. C'est seulement la liste des étapes qu'on doit réaliser pour avoir une bonne gestion de projet. Et d'ailleurs, peu importe le domaine, on doit toujours passer par ces étapes-là, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, pour avoir une bonne gestion de projet, il faut faire ces étapes-là. Mais c'est à partir de ces étapes-là qu'on a développé des méthodes de design, par exemple. Et il en existe beaucoup. Beaucoup de méthodes, et chacune des méthodes s'adresse à des conditions un petit peu particulières, des conditions d'apprentissage qui vont être un petit peu spécifiques. Alors, il y a les méthodes qui s'adressent aux enseignants en classe, il y a des méthodes qui visent la production, qui sont appelées à être données par quelqu'un d'autre que la personne qui l'a élaborée. Il y a des méthodes qui vont s'adresser davantage, qui vont être davantage pertinentes pour les grands systèmes organisationnels, pour l'entreprise privée, etc. Donc, on a toute une panoplie d'outils, de méthodes qu'on va utiliser selon le contexte qui est arrivé. Sauf pour les Lone Rangers, comme on a vu tout à l'heure, quand on a ce type de projet-là, on retrouve au cœur de ce processus-là le concepteur pédagogique et l'expert de contenu. C'est donc dire que c'est une relation qui est extrêmement importante dans un projet d'élaboration. Et pourtant, on n'en parle pratiquement jamais. Très, très peu. Il y a eu des articles de fait là-dessus, il y a eu effectivement des choses décrites,
mais franchement, il y en a très, très, très peu et ça date déjà depuis un certain temps. Je n'ai pas fait de recherche à ce sujet-là, mais, et j'espère que je me trompe, vous me direz si je me trompe, mais moi, je n'ai jamais vu un programme de formation qui incluait ce type de cours-là. Je n'ai jamais vu dans la liste des programmes de formation en conception pédagogique, en anglais ou en français, je n'ai jamais vu qu'il y avait un cours qui portait sur la relation CPEC et c'est pourtant ça qui est extrêmement important dans ce genre de projet. Ça, c'était le sujet de mon doctorat et j'ai abandonné le sujet de mon projet de doctorat, mais je me suis quand même consacrée à réfléchir là-dessus pendant une bonne dizaine d'années. Et au cours de ce temps-là, j'en suis venue à voir la relation concepteur pédagogique expert de contenu sous l'angle de la communication organisationnelle. Parce que, en effet, il s'agit d'une relation professionnelle et non personnelle. Et utiliser cet angle d'analyse-là, ça a plusieurs implications pour comprendre les mécanismes qui sont en place. Parce que c'est une relation qui a certaines particularités, certains éléments très particuliers. Je ne passerai pas au travers de tout ça, ça serait extrêmement long, mais il y en a deux qu'on peut retenir en mémoire. Il y a premièrement que compte tenu de la relation qui est finalement très étroite, qui s'établit entre les deux acteurs, entre le CP et l'expert de contenu, c'est donc une relation qui peut être envisagée, qui peut être considérée comme une dyade. Les dyades, c'est une entité organisationnelle qui a ses propres façons de fonctionner, qui répond à certains principes de fonctionnement. Donc, il y a ça dans un premier temps. Il y a aussi que l'autre particularité, c'est que cette dyade-là, elle s'insère dans un plus grand groupe, celui de l'équipe de design ou l'équipe de médiatisation, là, dépendamment comment on l'appelle. Lui aussi, ce groupe-là obéit à certains principes de fonctionnement qui sont propres au groupe de travail. Et ça, c'est peu importe les individus qui sont là, ça n'a rien à voir avec l'individu, le groupe lui-même a certaines façons de fonctionner, a certaines structures de travail. Alors, à l'intérieur d'une relation, il faut se souvenir que dans une relation, il y a toujours un rapport de force. Il y a une relation de pouvoir, quelle que soit la relation. Et à l'intérieur de la dyade, il y a plusieurs forces organisationnelles qui jouent sur chacun des membres, sur la dyade elle-même, sur le groupe, mais sur chacun des membres individuels également. Il y en a beaucoup, je ne les donnerai pas toutes parce que de toute façon, ça dépend des contextes. Mais par exemple, je vais vous donner des exemples seulement de ce qu'on vous parlait ici. La perception des collègues de l'expert de contenu avec qui vous travaillez, la perception de ses collègues concernant les cours en ligne, ça va influencer la position de l'établissement sur ce type de formation-là. Est-ce qu'ils sont favorables? Est-ce qu'ils sont défavorables? Est-ce qu'ils ont un appui réel et non pas seulement un appui intentionnel? La position du syndicat des professeurs, ça peut aussi jouer. Le fait que, est-ce que l'expert de contenu a été contraint à embarquer dans un projet d'élaboration ou c'est son initiative? Ça va changer la donne passablement. Les délais de production, est-ce que ça a été établi par un gestionnaire qui n'a aucune espèce d'idée sur l'ensemble des choses à faire et comment procéder, ou si ça a été fait par quelqu'un qui connaît bien le domaine? Est-ce que le concepteur pédagogique peut avoir une intervention directe et valable sur le travail de l'équipe technique ou s'il n'y a absolument rien à dire? Alors, c'est tous des conditions, c'est ce que j'appelle des forces qui vont avoir un impact sur pas seulement sur l'intervention, mais sur la dyade elle-même, sur le dynamisme qu'il va y avoir à l'intérieur, dans le cadre de cette dyade-là, et évidemment du plus grand groupe. La relation
concepteur pédagogique, expert de contenu, c'est aussi une relation de pouvoir. Parce qu'en effet, le pouvoir, il ne faut pas oublier que le pouvoir est relationnel. Le pouvoir ne peut exister que par l'entremise d'une relation entre deux personnes ou plus au sein d'une même organisation et dont l'objectif, l'objectif de ces individus-là va être conditionné par leur objectif personnel. Alors, il y a un objectif commun qui est d'élaborer un cours en ligne, mais chacun des acteurs part d'une situation différente, part d'un point de vue différent et vont aussi avoir des buts personnels qui les orientent vers ce but-là. Et ça va jouer sur la relation de pouvoir. En plus de ça, il ne faut surtout pas oublier quelle que soit la nature du pouvoir, que le pouvoir soit organisationnel, qu'il soit politique, qu'il soit de n'importe quoi, le pouvoir, c'est toujours le résultat d'une négociation. Chaque acteur va négocier avec les armes qu'il possède. Et ces armes-là, c'est ce que lui confère le contexte. Au sein de l'organisation, le statut des acteurs est un élément extrêmement important. Ça, c'est bien entendu. Mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui viennent influencer, qui viennent donner des armes ou en enlever, qui veulent faciliter l'élément ou le bloquer. Et là, je parle de tout ce que j'ai nommé avant, tous les éléments dont je vous ai parlé précédemment, les forces qui vont soit vous aider dans votre relation ou soit nuire à votre relation par rapport à vous-même, par rapport à votre situation. Évidemment, on est toujours porté à croire que la personnalité, c'est un élément essentiel dans une relation, dans ce type de négociation, mais ce n'est absolument pas le cas parce qu'on est en relation de travail. C'est évident que ça joue jusqu'à un certain point, mais que vous aimiez ou non l'expert de contenu, vous devez être tout autant performant dans votre travail. Vous n'avez pas le choix. Vous devez le faire. C'est simplement parce que cette relation-là, la relation de la diade, ce n'est pas une relation avec... l'intérêt n'est pas privé. C'est un intérêt collectif. Ce qui va jouer davantage, c'est la compétence. C'est la compétence des acteurs. Que les acteurs démontrent. Ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vont faire, c'est sur leur activité. Lorsqu'on parle de rapport de force, ici, là, on va s'entendre, lorsqu'on parle d'un rapport de force, on ne veut pas nécessairement parler d'un affrontement. On veut simplement, il s'agit simplement pour chacun des acteurs de se situer par rapport à l'autre. Et ça, on fait ça avec tout le monde. Toutes les personnes que vous rencontrez, quel que soit le niveau de la rencontre, amicale, professionnelle, etc., on doit toujours se situer par rapport, on doit toujours jauger l'autre pour établir notre place dans la relation, que ce soit une rencontre de quelques minutes ou une rencontre à long terme. Vous êtes avec un ami, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On fait ce que tu veux, moi ça me va, oui, non. Alors, qui va prendre le lead, qui va gérer ça? On est toujours en train de se jauger, on est toujours en train de négocier notre place à l'intérieur d'une relation et à plus forte raison, on va négocier cette place-là, même dans le cadre d'une organisation, parce que on a beau avoir des rôles, on va tout de même devoir se situer par rapport à l'autre pour considérer vraiment notre place et notre intervention et jusqu'où on peut aller dans une intervention. Alors, je pense que, d'après moi, ce qu'il faut se demander ici, c'est est-ce que la place des acteurs impliqués dans le design pédagogique va avoir changé après la pandémie? Et si oui,
quelles vont en être les conséquences? Est-ce que la situation va être changée? Est-ce que cette place-là, dans la communication, euh, dans la relation de pouvoir, la négociation, est-ce qu'on va avoir des armes différentes ou est-ce qu'on va avoir plus d'armes ou est-ce qu'on va avoir moins de moyens? C'est ça qu'il faut se demander. Alors, j'ai demandé à ma boule de cristal, mais elle ne m'a pas donné aucune réponse. J'ai fait des incantations, j'ai toujours pas de réponse. J'ai utilisé mes cartes de tarot, j'en ai plusieurs, absolument pas de réponse. Elle est restée complètement neutre. Bien évidemment, on ne peut pas prédire ce qui va advenir, surtout que chaque contexte est différent. Hein. Mais je pense que tout de même qu'il est nécessaire d'un peu réfléchir collectivement à cette question-là, se préparer pour y penser un petit peu. Alors, je vous invite à partager vos réflexions et à discuter des aspects que j'ai sélectionné quelques aspects et j'aimerais, c'est pas nécessairement, vous en avez probablement beaucoup d'autres et ils sont tout à fait valables, mais ça peut nous aider peut-être à démarrer des réflexions. Je vais aller voir ce qui s'est passé dans le clavardage pendant que je n'y étais pas, que je revienne un petit peu. J'avoue que le pouvoir est très souvent détenu par l'expert de contenu. Euh, oui et non. Le pouvoir n'est jamais seulement d'une personne. Hein. Le pouvoir, il est chez deux personnes à la fois. C'est vraiment la négociation entre les deux. L'expert de contenu, bien entendu, a certains pouvoirs. Mais le concepteur pédagogique en a toujours aussi. C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Il a un genre de pouvoir organisationnel en partant, puisqu'il représente l'organisation. Et c'est cette nuance-là qu'il faut déterminer. C'est très évident et je pense que, je ne sais pas si votre question vient de là, mais comme tout le monde, comme tous les concepteurs pédagogiques, dans à peu près tous les cas, on commence par voir jusqu'où on est accepté, jusqu'où notre intervention peut aller. Et souvent, on doit négocier un petit peu plus de place. On doit réussir à se faufiler, à être un peu mieux accepté, peut-être. Parfois, ça ne se passe pas, ça se passe pas du tout, mais il arrive qu'on doive justement dire, bon, il est arrivé plusieurs situations où, encore dernièrement, l'expert de contenu me dit, je peux pas voir qu'est-ce que vous pouvez avoir comme intervention. J'enseigne ce cours-là depuis 15 ans, c'est toujours comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Point final. Alors, on part de cette situation-là, donc évidemment, il faut y aller puis ramener un petit peu les choses, dire, ouais, c'est certainement très, très, très bien ce que vous avez fait, c'est extraordinaire, mais il y a peut-être bien d'autres choses à faire, puis vous peut-être bien voir d'autres éléments et arriver à l'amener à faire d'autres choses. Donc, les deux ont toujours un pouvoir et des fois, c'est un petit peu plus difficile à gérer ça. Marcel répond que, selon moi, c'est très différent selon l'organisation, les mandats, les rôles, les responsabilités formelles ou informelles, les fonctions, hiérarchies. Tout ça va effectivement jouer, mais la relation va toujours être là. Les deux vont toujours avoir une source de pouvoir. Vous allez toujours pouvoir en trouver quelque part dans votre organisation. C'est pour ça que votre organisation vous a placé là. C'est un domaine un petit peu très particulier. Ça doit avoir avec la communication. La communication organisationnelle répond à des critères très particuliers. Et parfois, justement, on ne sait pas exactement sur quel aspect jouer, qu'est-ce qui va vraiment influencer. Et c'est dommage, mais c'est des choses qui s'apprennent. Hein. C'est pas, encore une fois, je le répète, votre personnalité va jouer, mais il y a vraiment des structures très précises, il y a vraiment des éléments concrets qui ont été analysés, que les chercheurs ont déterminés, qui sont là et qu'on devrait connaître un peu mieux pour des fois se faciliter la tâche dans certaines situations. Personnalité, oui, surtout une relation de confiance, c'est vrai, mais c'est toujours, encore une fois, je reviens là-dessus,
la personnalité ne compte pas pour une partie importante. C'est vraiment la structure globale qui le fait. Il est très possible, on le fait instinctivement. On a l'impression que c'est nous qui le faisons. Mais très souvent, on va avoir d'instinct l'élément, la parole ou la façon d'aller le chercher. Il y a évidemment aussi des situations où l'établissement donne tout le pouvoir au concepteur pédagogique et moins à l'expert de contenu. Il y a aussi ce jeu-là dans les deux cas. Mais l'un comme l'autre, ce qu'on veut arriver à faire, c'est une égalité. C'est pas que l'un prenne le pas sur l'autre. Et ça, des fois, ça m'est arrivé où l'expert de contenu me donnait trop de place et à ce moment-là, il faut lui en redonner. Alors, il y a toujours une négociation dans un sens ou dans l'autre. Donc, si on continue un petit peu ici, donc les aspects sur lesquels j'aimerais vous entendre, je voudrais que partager votre réflexion, discuter sur les aspects en fonction de votre expérience récente, bien entendu. Alors, le premier, c'est de façon générale, on peut considérer, je pense qu'on peut considérer qu'avant la pandémie, le statut des concepteurs pédagogiques, comme on l'a mentionné un petit peu, était inférieur à celui des professeurs d'université. Si on fait une hiérarchie, dans la hiérarchie académique, bien entendu, on peut se situer, là, honnêtement, un petit peu en deçà du professeur d'université par rapport au statut organisationnel. Alors, que je retourne sur mon... Okay. Alors, on peut se demander, est-ce que les concepteurs pédagogiques vont avoir gagné en réputation, en reconnaissance au moins? Est-ce qu'ils vont avoir perdu de leur réputation ou est-ce qu'ils vont être restés au même point et est-ce que ça va avoir un effet là-dessus? Alors, je voudrais vous entendre là-dessus. Je vois la réflexion ici de Virich. Je pense que cette relation de gestion de pouvoir demande donc c'était de maîtriser bien la communication et human relationship. Oui, mais encore une fois, c'est une relation, voyons, une relation professionnelle et pas une relation. Donc, d'après Marcel, on va avoir gagné en réputation. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que on suggère ça seulement parce qu'on a une grande demande? Isabelle, tu peux prendre la parole directement. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Oui, très bien. Ben moi, j'ai l'impression que oui, qu'on va avoir pris un peu plus en réputation ou en reconnaissance, là, je ne saurais pas distinguer, mais simplement parce que justement la formation en ligne demande plus d'organisation, de technicalité pour s'assurer que ça ait une portée pédagogique quand même intéressante, tandis que avant un cours en personne, on pouvait y aller de manière très magistrale, puis lire facilement son public. Puis là, maintenant, c'est un petit peu ébranlé. Voilà. Alors, Lise nous dit les enseignants auront plus besoin d'accompagnement autant pédagogique que technologique, qu'ils sont les experts de contenu, mais cet accompagnement reste pertinent. C'est un petit peu aussi, j'aurais été un petit peu curieuse ici d'entendre les commentaires aussi d'un enseignant. Parce que moi, il y a des interventions que je fais auprès de certains enseignants qui ne voient mais absolument pas la pertinence de l'intervention que je peux faire. Parce que eux autres, c'est comme ça qu'ils ont enseigné cette matière-là. Ça fait 15 ans qu'ils font ça. Là, et en tout cas, il y a quand même pas mal de résistance, mais effectivement, je pense qu'on peut compter sur. Il y a certainement quelque chose qui va s'être passé, en tout cas. Il y a certainement dans une partie une reconnaissance plus accrue.
Vas-y, excuse-moi, vas-y Marcel. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Justement, je voulais commenter par rapport aux enseignants. Que ce soit la formation à distance ou que ce soit d'autres modes d'organisation de la formation comme l'enseignement individualisé ou même la formation en alternance, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a une importante transformation de leur rôle et de leur responsabilité. Puis, ce qu'on prend souvent pour de la résistance, oui, ça peut en être, mais c'est encore plus profond que ça. Très souvent, ça va rejoindre l'identité professionnelle de l'enseignant. À quoi je sers maintenant, moi qui étais plénipotentiaire, qui avait tout pouvoir sur l'organisation de mon enseignement, sur l'intégration de mes contenus, ben, j'ai besoin de quelqu'un pour m'indiquer, me donner des trucs, puis me faire passer dans une autre vision des choses, notamment dans une approche plus constructiviste, de situation authentique et tout. Alors, souvent, pour des professeurs de niveau universitaire notamment, mais pour d'autres niveaux d'enseignement aussi, c'est une transformation très, très importante qui va avoir un impact sur leur identité professionnelle. Donc, c'est important, selon moi, de leur faire prendre conscience qu'ils restent les experts du contenu, mais que il y a une façon différente de non seulement présenter les contenus, mais je dirais plutôt de les faire apprendre parce que quand on demande à un professeur c'est quoi votre rôle, ben, c'est de transmettre des contenus. Alors, on est dans une approche encore là très transmissive qui est plus ou moins dynamique dans une salle de classe présentielle et qui l'est encore moins en enseignement à distance. Alors, c'est ces énormes paradigmes-là qui sont à travailler dans la relation de pouvoir puis dans la relation d'expertise, chacun notre niveau d'expertise. Merci Marcel. Je vais passer à la deuxième question. On pourrait en parler longtemps, et j'espère que ça va continuer par après aussi. Mais dans le deuxième aspect qui est venu, c'est, ben, on a parlé précédemment, la formation à distance, plus précisément l'apprentissage en ligne avec le numérique. Évidemment, on l'a vu tout à l'heure, ça demande dans un premier temps d'apprivoiser les outils numériques. Hein. Puis pour plusieurs professeurs, moi j'en ai vu vraiment beaucoup, là, qui, pour les derniers mois, ça a été une course épouvantable pour juste savoir utiliser, apprendre les outils. Et ça, c'est tout à fait normal. Au tout début, il faut qu'on sache sur quel bouton il faut appuyer pour que l'écran, ne serait-ce que pour que l'écran s'ouvre, pour que les étudiants arrivent euh, dans la salle. Et c'est d'ailleurs toujours comme ça qu'un média est introduit. De tout temps, c'est comme ça que les médias vont être introduits. On commence d'abord par apprendre l'outil. Rappelez-vous, la première fois que vous avez eu un iPhone, il fallait savoir comment l'utiliser. Alors, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que la majorité des professeurs, je dis bien la majorité des professeurs, vont avoir dépassé la première étape de l'apprentissage numérique? Est-ce que, donc, l'étape d'apprendre l'outil, est-ce qu'ils vont être allés jusqu'à la pédagogie à proprement parler, aux stratégies d'enseignement précisément avec le numérique? Est-ce que d'après vous, vous avez vu ça? Ici, je ne vais pas dire non plus là, de simplement parler, d'être capable de parler de classe inversée ou d'étudiants actifs, mais vraiment d'embarquer dans le mouvement de, de l'enseignement avec le numérique. Je vois ici que Aileen Clark a donné une conversation. Je vais la lire rapidement. Je pense que les concepteurs pédagogiques sont de plus en plus en demande post-pandémie parce que la pandémie a fait voir à tous que l'apprentissage en ligne est possible et nécessaire. Par contre, le risque, c'est que certains enseignants pensent maintenant savoir enseigner en ligne parce qu'ils le font à distance. Les concepteurs ont peut-être un travail à faire pour vendre la valeur ajoutée à l'expertise de l'expertise comme un cercle, ça bouge, de compétences, ce qui complémente le cercle de compétences de l'EDC. Sans concepteur, la création de cours en ligne est souffrante, mais parfois on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Oui, effectivement, je trouve intéressant. Vas-y aussi, Girish.
peux prendre la parole. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Bon, j'aurais aimé partager une réflexion. Cette situation qu'on est en train de passer, qui a été accélérée par la pandémie, c'est probablement, si on revient 30 ans ou 40 ans en arrière, quand on regarde les informaticiens. À l'époque, le IT profession était mal vu. C'était un support, un support function dans l'entreprise. Et on a vu au fil des années comment c'est devenu maintenant une position très stratégique. On peut même parler du Human Resource Faction dans l'entreprise qui, 30 ans de cela, c'était beaucoup plus de support. Maintenant, ça devient des C-level faction. Donc, je me demande que maintenant, le fait que la pandémie a accéléré la demande et l'importance des instructional designers, comme on dit des CP, ben, je pense que ça va accélérer et on va commencer à reconnaître cette fonction parce que ça permet, par exemple, aux professeurs, si on le fait bien, de voir qu'il y a une autre façon de concevoir les contenus, de présenter les contenus, de refaire le déroulage du contenu pédagogique pour atteindre l'objectif qu'on veut atteindre, c'est-à-dire que l'étudiant a bien appris et il a bien maîtrisé et il peut faire ce qu'il fait avec la connaissance qu'il a appris que peut-être en mode traditionnel, ce ne sera pas possible. Parce que là, learning goes more toward the learner, comme on dit. J'ai dit. Merci. Merci, mais c'était très intéressant. Effectivement, c'est des bonnes questions à se poser parce que essentiellement, je pense que faut qu'on commence à réfléchir là-dessus. Et les avertissements, il y a du pour, il y a du contre. Et je vois le temps qui court, alors je vais tout de suite passer carrément à la dernière aspect que je voulais aborder. Parce que comme probablement beaucoup d'entre vous, j'ai vu des professeurs qui sont très, très, très fiers de leur enseignement en ligne, mais ça se limitait à une longue vidéo. Hein. Ça, j'en ai vu plus qu'un. Tout ce qui se passe, c'est une longue diffusion de la matière, puis c'est eux la vedette en avant, et puis ils enregistrent là. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme effet, ce type de production-là? Est-ce que ça va renforcer le mythe qu'on peut simplement enregistrer une séance de classe pour que ça devienne une formation en ligne? Est-ce qu'on a ce danger-là qui nous pointe? Parce que c'est un fait, il y en a qui ont fait ça, il y en a beaucoup. Là. Si vous allez sur YouTube, là, vous allez en trouver là, des professeurs qui mettent leur cours toutes les semaines, ils sont très contents, ils se trouvent très intéressants, évidemment, et voilà, on a produit un cours en ligne, that's it. Et ça, c'est un vieux mythe hein, qui date là, des années, il y a 30 ans, 40 ans, on avait déjà ce mythe-là. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut qu'on se demande qu'est-ce qui va advenir de ça. Je vais vous laisser parler là-dessus. Je vais continuer quand même parce que je vois que le temps s'achève et il y en a qui doivent quitter. Mais il faut qu'on continue à penser à ces choses-là, je pense. Parce que la pandémie nous a tous plongés dans une course effrénée de production d'environnement d'apprentissage. Puis, devait le faire. On devait faire très, très vite. Et donc, on a nécessairement coupé court à des processus. On a fait les choses un petit peu plus rapidement parce qu'on n'avait pas le choix. C'était normal, mais il faut se demander ça va être quoi les répercussions que ça va avoir. Il y a des situations où j'ai vu des projets de cours en ligne qui ont été carrément raccourcis, là, mais de beaucoup, pour faire en sorte qu'on puisse rendre la matière très rapidement. On n'avait pas le choix. Présentement, si vous voyez mon chat, alors présentement, on peut dire que le chat de Schrödinger est dans la boîte, fermé encore une fois. Il est toujours fermé, on est encore dans cette situation-là. Mais on a fait des gains, c'est très évident, on a fait des gains et on a fait des pertes aussi en même temps et sur le même aspect.
toutes les probabilités sont encore dans la boîte, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Mais lorsqu'on va l'ouvrir, lorsque la boîte va être ouverte, qu'est-ce qu'on va voir? Et c'est là que, d'après moi, il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer, parce que c'est à ce moment-là que les perceptions vont se fixer. Et il ne faudra pas se laisser berner par les apparences. Il va falloir faire attention, il va falloir voir de quoi il s'agit exactement. C'est quoi la perception que les gens ont eue maintenant qu'on va tout arrêter, quand on va être revenu au présentiel ou que la pandémie va être terminée. On peut dire n'importe quoi présentement. On peut dire tout va continuer, on va continuer en ligne. Il y en a qui vont vouloir préférer aller continuer en ligne, il y en a qui vont préférer revenir en classe pour toutes sortes de raisons. Tout est comme en l'air présentement. Et moi, je pense que c'est très important de s'interroger présentement avec un regard à 360 degrés. Pas seulement voir les très bonnes parties, les aspects très positifs, mais s'attendre aussi à des parties plus négatives, à des aspects qui pourraient ressurgir sans qu'on le voit nécessairement ici. Parce qu'il ne faut pas penser que le progrès, que cette aide-là, les professeurs sont extrêmement heureux quand on les rencontre. Moi, j'en ai aidé plusieurs et sont enchantés, c'est formidable. Mais ça ne veut pas dire que c'est ancré, ça ne veut pas dire que c'est fixé. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et qu'il faut tabler là-dessus, qu'il faut jouer sur la capacité d'aller plus loin, de vendre un peu plus, d'expliquer peut-être davantage. Il y a probablement quelque chose à faire pour s'assurer d'un retour à la normale, si vous voulez, qui soit vraiment plus harmonieux ou peut-être un peu moins, pas nécessairement négatif, mais qui aille plus dans le sens d'un avancé, de ne pas perdre le gain qu'on va avoir, qu'on aura fait pendant la pandémie. La capacité d'attendre, oui, 7 minutes, mais c'est 7 minutes pour tout le monde. Et c'est un des problèmes. J'ai eu plusieurs professeurs qui me sont arrivés avec des projets de vidéo. Là. Ils voulaient faire une démonstration. Alors oui, oui, parfait. Alors, à un moment donné, je commence à regarder attentivement le projet de vidéo. Et pour me rendre compte que ça durait, une présentation durait 2 heures et demie. C'est absolument impossible de faire une présentation sur un sujet pendant 2 heures et demie. Donc, il fallait couper, il fallait arranger. Alors, c'est là, que le tout se joue, à organiser tout ça. Mais c'est quand même la réalité et c'est faire une vidéo, le mythe de pouvoir prendre une caméra, donner un cours, mettre une caméra dans la classe, enregistrer le cours et voilà, nous avons un cours. Ça, c'est un mythe qui est là depuis le début, je pense, de l'enseignement en ligne et, contre lequel on essaie beaucoup de travailler pour démontrer que c'est pas valable. Je l'ai moi-même eu comme suggestion probablement tout le long de ma carrière. Donc, je vous demanderai ici, on a dépassé le temps, si vous voulez continuer la discussion, il n'y a aucun problème. Si ça vous tente de poursuivre la discussion dans un autre moment donné, on peut très bien réorganiser une rencontre précisément pour ça, de façon claire là-dessus. Il suffit de le demander et on peut réunir encore une fois plusieurs personnes pour intervenir, pour échanger des idées, voir qu'est-ce qu'on pense de tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment y réfléchir, comme je disais, de façon critique en regardant tous les aspects, les gains et les dangers. Qu'est-ce qu'il y a là, au tournant de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui se fait encore comme intervention
auprès d'enseignants en ligne. Bon, là, je suis en même temps, je porte 2 chapeaux, je suis animatrice et je suis aussi présentateur. Donc là, je dois vous demander si vous avez d'autres questions, allez-y. Moi, je peux rester ici encore un certain temps, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas pour donner des commentaires. Vous pouvez aussi les faire parvenir après, plus tard, si vous voulez. Il n'y a pas de problème, je pourrais les distribuer à tout le monde. Et sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et une bonne réflexion sur le choix du Strellenberg. Ben, je vous remercie à tout le monde aussi. Et puis, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine série qui va commencer en octobre 2021.